Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit de la suite de la vidéo sur les blocages que nous avons vus, comment les blocages peuvent vous saboter. On a vu ça en détail pour notamment le développement de votre activité. Et aujourd'hui, on va voir ces mêmes blocages qui s'appliquent dans l'accompagnement d'un jeune, blocage d'apprentissage cette fois-ci, que vous pouvez retrouver, tout comme vous pouvez avoir, et on a toujours, moi le premier, des blocages dans le développement de son activité. Donc on l'a vu dans la précédente vidéo. Et là, bien, le même principe s'applique au niveau d'un jeune. Et ici, il s'agit aussi de blocage, mais plutôt d'apprentissage. Et ça peut, bien entendu, impacter directement votre accompagnement. Donc, quels sont ces types de blocages et comment on fait pour les enlever? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, je vous rappelle, vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire. Donc vous avez le lien en description. Je n'en dis pas plus et on y va. Allez, c'est parti. Ici, nous allons voir l'étude de cas de Arthur, donc un jeune qui a des soucis scolaires, qui a des décrochages. Les parents s'inquiètent et de quoi il s'agit. Problème, c'est que Arthur a des blocages, un certain nombre de blocages, notamment deux blocages d'apprentissage. Donc, ça s'exprime exactement de la même façon que l'étude de cas que nous avons vue dans la vidéo précédente. Alors, pour petit rappel, qu'est-ce qu'un blocage? Un blocage, je vais me déplacer un petit peu, c'est une croyance qui ne correspond à aucune réalité. Et donc vous limite et bloque. Et ici, évidemment, dans notre cas ici, c'est que la puissance des croyances entraîne un schéma auto-limitant, en tout cas limitant, et qui s'alimente, qui est auto-alimenté, ce qu'on appelle l'effet Rosenthal ou l'effet Pygmalion. D'ailleurs là-dessus, si vous voulez en savoir plus, donc je vous renvoie à ma chaîne, la grosse chaîne où j'aborde cet aspect de l'effet Rosenthal. Alors, comment cela se retrouve chez le jeune? Eh bien, les blocages que vous aviez pour développer votre activité, nous avions vu que, dans le cas de Valérie, le problème était que, elle avait la croyance comme quoi on ne pouvait pas facturer à l'accompagnement, on ne pouvait pas facturer à plus de 1000 euros, et donc en fait sa croyance, lui empêchait de voir toute solution, et donc elle était dans un cercle vicieux. Ici, chez le jeune, il s'agit plus d'un blocage lié spécifiquement à l'apprentissage, mais c'est toujours un blocage, à savoir une croyance limitante sur la faculté d'apprendre du jeune, et ce blocage le plus comment dirais-je ce blocage ou les blocages, il peut y en avoir plusieurs, freinent tout processus d'apprentissage. Donc vous pouvez mettre tous les accompagnements d'outils pédagogiques ou méthodes pédagogiques. En tout cas, votre accompagnement sur ce point-là, si vous travaillez avec un jeune, vous l'accompagnez sur les méthodes pédagogiques ou sur les outils comme par exemple le mind mapping, les cartes heuristiques, ou sur les intelligences multiples, ou sur autre chose, bien entendu, du fait des blocages d'apprentissage qui sont présents, votre accompagnement va être limité, ou en tout cas ça va fortement limiter votre accompagnement. Alors, donc on retrouve ce blocage type, donc c'est un blocage type que l'on retrouve chez tous les jeunes en difficulté, en tout cas en difficulté scolaire, en décrochage scolaire, c'est le dénominateur commun, c'est le je suis nul, soit garçon, soit fille, le 2LE, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est que le cerveau va chercher toujours à conserver son système. Donc son système, et va y trouver un bénéfice. Donc le fait d'avoir la croyance du je suis nul, le cerveau, c'est une forme de filtre où le cerveau va chercher tous les éléments qui vont justifier le fait que la croyance du je suis nul. Et donc
évidemment, le jeune est une forme de victime. Et lorsque vous affirmez quelque chose comme bon, vous avez un jeune comme Arthur par exemple, hein, ça c'est du type de cas réel. Arthur dit voilà, je suis nul, je suis pas bon à l'école, je suis mauvais, etc. Donc vous pouvez faire toutes les affirmations possibles et inimaginables, eh bien ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que Arthur sera dans une forme de déni parce que le cerveau d'Arthur, ce que vous allez dire quand vous dites mais non Arthur, tu es bon élève, etc., ça va aller à l'encontre de la croyance d'Arthur, et donc le cerveau va toujours chercher la justification de la croyance de base, ce qu'on appelle un biais cognitif de confirmation d'hypothèse. Voilà, c'est un biais cognitif. Hein. Un biais cognitif, pour rappel, hein, c'est un process qui fausse le jugement du cerveau. Voilà. Donc le cerveau aime la constance, donc il a cette constance qui est représentée par cette croyance du je suis nul, donc il va toujours chercher des éléments qui justifient le fait qu'il soit nul. Et donc, ce qui va créer une prophétie auto-réalisatrice, hein, donc ce qu'on appelle l'effet Rosenthal, c'est-à-dire comme je suis nul, imaginez que vous avez proposé un coaching, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'accompagnement, il sera pas motivé. Et quand vous allez proposer des méthodes pour améliorer son apprentissage, ça va aller à l'encontre de la croyance de son cerveau. Et donc, il aura tendance à vous dire, Arthur, hein, oui, bien sûr, mais en fait de ne pas appliquer. Pourquoi? Parce qu'il estime que le cerveau d'Arthur, et ça c'est tout à fait inconscient, estimera que ce que vous proposez c'est nul et non avenu. Donc quand vous faites des affirmations, vous vous heurtez toujours à la barrière de défense de l'inconscient et du cerveau qui tend à défendre son système. C'est frustrant, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est important de le savoir. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que le cerveau d'Arthur va rechercher tous les éléments à l'école et même avec vous dans votre accompagnement qui justifient le fait qu'il soit nul. Et si tant soit peu, par exemple, imaginons qu'il a un bon résultat, eh bien, le cerveau d'Arthur va dire oui, d'accord, j'ai eu un bon résultat, mais parce que en fait, c'était facile, ou le prof était gentil, ou tout le monde a une bonne note, et vous voyez, tout le monde a eu 20 et moi j'ai eu 15, donc finalement je suis dernier de la classe. Mais ça fonctionne comme ça. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important d'identifier, quand vous accompagnez un jeune, d'identifier les blocages, parce que si vous partez sans identifier les blocages et vous venez avec votre méthode pédagogique, vos trucs et astuces, on va dire, d'apprentissage, qui peuvent être très efficaces, eh bien, dans ce cas-là, vous allez vous heurter à un mur, et au pire, si vous tombez, par exemple, avec un jeune d'un profil aimable, hein, c'est-à-dire que les jeunes qui fuient le rejet, qui aiment pas le conflit, on va dire oui, puis en fait, ils appliquent pas. Et donc, vous ferez un accompagnement où quelque part vous avez la sensation que le jeune n'applique pas. C'est normal parce que vous n'avez pas identifié le blocage d'apprentissage du je suis nul, et deux, vous ne l'avez pas levé. Voilà. Donc l'exemple lorsque le blocage ou les blocages qui vont freiner votre accompagnement, comme le je suis nul, donc à quoi bon continuer puisque je suis nul. Donc vous aurez dans votre accompagnement un jeune qui sera pas forcément motivé, qui sera enthousiasmé au départ, et puis vous verrez, vous sentirez que la motivation, la tension est de moins en moins là. C'est normal. Alors quand je dis c'est normal, c'est bien, c'est normal dans le sens ça s'explique. Voilà, ça s'explique, hein, donc c'est normal. Parce que le cerveau du jeune a décidé que il faut que garder le système comme Arthur, hein, il faut garder le système où évidemment il est nul. Donc là aussi, quand dans votre accompagnement, qu'on se sentir nul, c'est jamais agréable pour un jeune. C'est en termes d'estime de soi, c'est pas top, hein, c'est même très mauvais. Donc ça crée une douleur, et donc dans un coaching, dans un accompagnement, si vous n'avez pas levé ce blocage-là, à chaque fois que le jeune viendra vous voir, ça va lui rappeler sa nullité, donc ça va créer une douleur et ça va créer quelque part une fuite, parce que le cerveau va fuir la douleur et va vers le plaisir. Et donc, vous avez une baisse de motivation. Alors, on me dirait, comment fait-on dans ces cas-là? Parce que quand même, un coaching ou un accompagnement, c'est pour améliorer
le process d'apprentissage du jeune et que les choses aillent mieux? D'abord, repérer les blocages, hein, ça c'est de tous les blocages. Là, il y a le je suis nul, c'en est un, vous en avez d'autres, je n'ai pas mentionné ici. Par exemple, l'excès de perfectionnisme, j'aime pas l'erreur, donc vous avez un jeune qui préfère faire moins, mais mieux que de tout faire et faire des erreurs. Ça, c'est un blocage. Un autre blocage, c'est un jeune qui a peur de l'échec. Voilà. Un autre blocage, c'est un jeune qui veut toujours avoir raison. Voilà. Donc vous avez multitude de blocages possibles. Ce qui est important, c'est de les identifier tous. Et ensuite, quand vous les avez identifiés, eh bien, essayez de les lever. Et comment vous levez un blocage d'apprentissage? Tout simplement, un process très puissant, c'est de poser les questions. Donc, vous ne cherchez pas à remettre, quand vous posez vos questions, vous ne cherchez pas à remettre en cause la croyance, mais simplement à créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Hein. Donc, par exemple, si vous avez, donc on va reprendre Arthur qui vous dit, voilà, ouais, bon, à quoi bon, je suis nul. Ah bon, pourquoi tu dis cela? Donc il va vous dire, oui, mais parce que j'ai des mauvaises notes. Ah ok, dans quelle matière? Vous voyez? Donc là, vous êtes vous obligez par vos questions, vous obligez le jeune le cerveau du jeune, pardon, à orienter vers des solutions et vers une réalité qu'il ne peut pas nier. Et à un moment, vous créez une dissonance cognitive. Hein. Une dissonance cognitive, hein, c'est quand il y a une différence entre la croyance du cerveau et la réalité. Donc, dans quelle matière? Donc, il va vous dire les matières. Et qu'est-ce que tu appelles nul, par exemple? Voilà. Est-ce que nul, pour toi, c'est avoir la moyenne? Est-ce que nul, c'est être au dernier de la classe, etc. Vous voyez, donc, c'est important de préciser. Et après, vous pouvez poser aussi la question dans quel domaine où tu es bon, par exemple. Ah ouais, mais je suis bon en sport, je fais du tennis, je suis quasiment bien classé, je gagne pas mal de concours. Ok, donc ça veut dire qu'il est nul à l'école. Peut-être il est nul à l'école, mais il n'est pas nul en général. Vous voyez, c'est un problème de généralité. Donc vous passez le problème de je suis nul, c'est je suis nul de façon générale. Là, quand vous dites tu es bon dans quel domaine, ça peut être le sport, ça peut être aussi les jeux vidéo. Hein, voilà. Ah oui, je suis vachement bon aux jeux vidéo. Ah d'accord, ça veut dire que tu es bon dans quelque chose. Donc ça veut dire que tu es pas nul en général. Tu es bon dans les jeux vidéo et à l'école c'est pas ça. Et comme on quitte la généralisation, oui, pour le cerveau va se dire ah oui, c'est vrai, je suis vachement. Puis en général, le jeune est toujours fier d'exposer quelque chose dans laquelle il réussit. Donc ça va créer une dissonance cognitive dans le cerveau. Et le cerveau va se dire ah oui, ok. Donc là on passe du je suis nul de façon générale, hein, je suis qui est identifié hein, avec le verbe être. On passe du je suis nul à ah oui, donc à l'école, en fait, j'ai des difficultés d'apprentissage. Vous voyez, ou alors je suis nul à l'école, même à la rigueur, je suis nul à l'école. Mais déjà, on quitte de la généralisation à l'être à un domaine, ce qui est beaucoup plus acceptable. Après, à vous, par toute une série de questionnements, à lui faire relativiser sa prétendue nullité. Vous voyez, d'où justement les profils d'apprentissage. Vous pouvez faire passer le test des profils d'apprentissage où le jeune va découvrir comment il apprend. Donc en fait, vous lui proposez un autre point de regard. On passe du je suis nul à t'as vu, regarde comment tu apprends différemment. Ah ouais, j'apprends comme ça. Ah ouais, ok. Et tu comprends que comme tu apprends différemment, eh bien ta façon d'apprendre ne correspond pas au système scolaire classique. Ah oui, voyez. Donc on fait ce qu'on appelle un changement de cadre de référence. C'est-à-dire qu'avant, le cadre de référence du jeune, c'était je suis nul à l'école. Il va passer le test des 7 profils, par exemple, hein, voilà. Vous allez sur le site, vous cliquez et vous lui faites passer le test. Et avec les résultats, il va voir comment, quand vous interprétez les résultats, le jeune va voir dire ah oui, effectivement, j'apprends comme ça. Ah oui. Et là, vous pouvez aussi poser des questions. Tu as vu avec ton profil, est-ce que avec ton profil, par exemple, de type kinesthésique, où le jeune a besoin de sens, où c'est un petit peu le brouillard dans la tête, est-ce qu'il peut comprendre un cours de français qui est principalement auditif? Ah bah non, ah bah tu vois, c'est normal. Pourquoi tu comprends pas? Tu comprends pas parce que tu as un profil de compréhension plutôt kinesthésique qui est pas du tout auditif, vous voyez.
Et là, le cerveau du jeune, ça va mouliner, dire ah oui, effectivement, ouais, c'est vrai, voilà. Et en posant toute une série de questions, alors ne cherchez pas dans ce process, ne cherchez pas à convaincre le jeune. Ça, c'est une clé de compréhension importante. Si vous essayez de changer la croyance du jeune, le cerveau va s'en rendre compte et clac, il va bloquer. Mais simplement laisser comme ça. Là, t'as vu comment tu apprends? Ah ouais, t'as vu ton profil kinesthésique important, et là, on prend, ah oui, ok. Et à ton avis aussi, est-ce que l'enseignant peut faire un cours de français de façon kinesthésique? Ah ouais, ça, me paraît compliqué. Vous voyez, donc là, par ces questions-là, finalement, on passe du je suis nul à l'école, donc vous avez déjà dégrossi, donc il n'est pas nul en général, mais il est nul à l'école, à j'apprends différemment, voilà comment j'apprends différemment. On peut pas faire rentrer un carré dans un rond, d'accord? Donc effectivement, avec mon profil, le français, c'est pas une matière que je peux apprendre facilement, donc d'où des difficultés, et c'est normal, mais aussi pour l'enseignant, et ça c'est important, pour éviter d'en faire une victime, mais pour l'enseignant, c'est pas non plus évident d'apprendre, d'enseigner de façon kinesthésique, le français ou même les mathématiques. Et donc là, dans ces cas-là, vous pouvez encore aller plus loin en posant la question, à ton avis, comment tu pourrais faire? Eh bien, simplement d'aller voir la professeure de français, lui expliquer comment toi, Arthur, tu apprends, voilà, comment ce que tu as besoin, regarde ton profil de type kinesthésique, tu apprends comme ça. Eh bien, la prof de français, tu comprends bien qu'elle peut pas faire autrement, et donc vous allez discuter entre vous et lui dire, madame, comment on pourrait faire pour que vous puissiez enseigner de telle façon que je comprenne, voilà. Et c'est à Arthur, évidemment, d'exprimer son besoin vis-à-vis de l'enseignante de français, qui ensuite fera son possible pour que Arthur comprenne, vous voyez. Donc, vous amenez par toute une série de questionnements, et avec l'outil d'essai de profil d'apprentissage, vous partez d'une situation du « je suis nul » à « je suis nul à l'école ». Donc, on quitte la généralisation. Ensuite, il passe le test. Ok, j'apprends différemment. Voilà comment j'apprends différemment. Donc, on charge le cadre de référence. Et, oui, c'est normal que je ne comprenne pas. Et comment je pourrais faire à l'école? Comment je pourrais aider l'enseignant ou l'enseignant de français? C'est pas de sa faute, parce que finalement, c'est pas évident. Ok, c'est pas de sa faute. Et donc, on va arriver à une communication où Arthur va exprimer son besoin réel pour apprendre, voilà, j'apprends de cette telle façon, à son enseignant ou à son enseignante, pour que il puisse s'adapter quand c'est possible. Et là, vous avez un Arthur qui passe du statut de victime à quelqu'un qui est responsable et qui va chercher des solutions. Voilà, vous voyez comme quoi les blocages peuvent jouer, et en fait, on enlève les blocages simplement par une série de questions. Alors évidemment, si vous faites du coaching, si vous faites du coaching professionnel ou du coaching de vie, vous retrouvez bien entendu ici les techniques de coaching. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment les techniques de coaching peuvent s'appliquer en le coaching scolaire. Voilà, typiquement, c'est dans ce domaine-là. Et donc, tout l'art est de poser les bonnes questions au bon moment pour enlever, pour clarifier les choses. Et donc, quand les choses sont clarifiées, le cerveau a une autre perspective, à une autre perception des choses, et le cerveau va toujours aller vers ce qui est mieux pour le jeune, ou ce qui est mieux pour soi. Donc, alors vous me direz, oui, mais comment je suis nul, c'est pas forcément une bonne chose. Oui, mais le cerveau aime la constance, et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui fonctionne. Donc le cerveau conserve ce schéma-là. Et par une série de questions, pour Arthur, c'est que simplement le cerveau d'Arthur arrive à avoir une autre perception, et ayant une autre perception, tout seul, par un cheminement, le cerveau d'Arthur, ou l'inconscient, peu importe, va changer son schéma et ses croyances de base, et donc ses blocages. Voilà comment on peut faire sauter les blocages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.